Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ben Ali fléchirait-il? Le président tunisien est réélu, mais avec seulement 89,6% des suffrages. C'est la première fois qu'il est sous la barre des 90%, obtenus sans coup férir lors des 4 précédentes présidentielles en Tunisie. Si la presse ironise devant ce score soviétique pour une 4e réélection, c'est parce qu'il ne convainc pas grand monde. Chacun sait que ce scrutin présidentiel est une parodie d'élection et qu'il ne reflète pas vraiment l'image des forces politiques en présence. Une chose est certaine, après 22 ans de pouvoir, le régime Ben Ali ne séduit plus vraiment et la fronde s'organise. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Zine El Abidine Ben Ali. Après cette réélection, qui pourtant ne fait pas l'objet de grandes contestations, un peu comme si les Tunisiens étaient résignés à vivre avec ce régime, le chef de l'État s'est fixé un nouvel objectif. Il s'est juré de faire entrer la Tunisie dans, je cite, le cortège des pays développés. Une promesse à laquelle peu de ses compatriotes croient vraiment. Mais il vaut mieux se faire discret dans ce pays qui compte 100 000 policiers pour 11 millions d'habitants. Le silence accompagne donc ces projets affichés. Ceux qui osent parler sont rapidement rattrapés par la machine sécuritaire. Le RCD, le parti présidentiel, a tissé un tel réseau d'informations que personne n'est à l'abri de la délation. Iman Derwish a 24 ans lorsqu'elle est arrêtée à l'université pour syndicalisme. Elle va rester plus d'1 an en prison. Dès le premier instant, ils m'ont dit « Bon, tu vas te parler de tout ». Ils m'ont empêché de bouger, ils m'ont piqué. J'ai juste vu la couleur du liquide, c'était un bleu. Et dès qu'ils l'ont injecté, j'ai senti des bouffées de chaleur et puis comme si des couteaux coupaient de partout dans mon corps. J'ai crié, j'ai dit arrêtez ça, je supporte plus. Ils ont dit bon, si tu parles, on va. J'ai dit oui, je vais parler. Nadia Shahaban, opposante au régime Ben Ali et élue de l'Assemblée constituante. La population a été maintenue sous silence également parce qu'il y avait des moyens de répression qui étaient sur place, développés, tels que des espèces de comités de quartier, en fait c'était des gens qui servaient d'indic et de flicage de la population. Pourtant, Ben Ali continue de bénéficier du soutien des grandes puissances. Le FMI et la Banque mondiale saluent ses politiques de libéralisation et de privatisation. La France devient le 2e investisseur étranger en Tunisie. Bas salaire, main-d'œuvre éduquée, absence de contestation sociale. Les entreprises françaises délocalisent les usines textiles et les centres d'appel, investissent dans le secteur bancaire ou de la téléphonie. Les violations des droits de l'homme passent au second plan. On n'en parle surtout pas. Nicolas Sarkozy, le président français, en déplacement en Tunisie. 7 milliards d'euros d'échanges l'année dernière. La Tunisie est pour nous un immense partenaire commercial. La Tunisie est pour nous plus important que de nombreux pays européens. Ce soir, les 2 présidents ont signé un accord cadre de partenariat sur le nucléaire civil. Un accord sur une centrale thermique installée par Alstom dans le sud du pays. Aucune gêne de Nicolas Sarkozy lorsque pendant son séjour, on lui rappelle la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse. Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer. Et je ne vois pas au nom de quoi je me permettrai dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami de m'ériger en donneur de leçons. Le président tunisien Ben Ali arrive cet après-midi à Paris pour une visite d'État de 2 jours. Auprès de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, il y plaidera la cause d'une Tunisie en plein boom économique. Mais certains, comme Jack Lang, boycottent le président, accusé de prendre pas mal de liberté avec les droits de l'homme. Aujourd'hui, 3 chiffres rendent compte du paradoxe tunisien. 2000, la Tunisie est le premier pays du Maghreb à s'être engagé à jouer le libre-échange avec l'Europe avant la fin du siècle. 2000 $, par habitant, 1200 francs, c'est le plus fort revenu moyen du Maghreb. Mais 2000,
C'est aussi le nombre de prisonniers d'opinion recensés par Amnesty International. Selon Amnesty, la prospérité tunisienne cache aussi intimidation, harcèlement, voire torture, des accusations systématiquement démenties par le gouvernement tunisien. En cette fin de la décennie 2000, la société tunisienne est désabusée. D'abord par ses arrestations arbitraires, ses tortures morales et physiques, mais aussi par la corruption ambiante, avec notamment la mainmise, la prédation de plus en plus criarde de Leila Trabelsi Ben Ali, la seconde épouse du président, qui avec son clan familial trust raquette la plupart des entreprises qui investissent en Tunisie. Slim Baga, journaliste, spécialiste de la lutte contre la corruption. L'exemple dans les années 90 dont je me souviens concernait Auchan, une grande enseigne de distribution française. Ils voulaient venir en Tunisie. Cela devait créer 6 000 emplois. Les familles Trabelsi et Chiboub les ont tellement pressurisés que le patron d'Auchan a dit « Je n'investis pas dans une république bananière ». Il est allé faire son investissement au Maroc et a créé des emplois là-bas. Fawzi Mabouli, un entrepreneur vivant dans le sud de la France, va nouer des relations avec le frère de Leila Trabelsi. Très rapidement, il me fait comprendre qu'il est au courant de mon projet d'implantation de Bricorama en Tunisie. Et il me dit, si vous voulez réaliser le projet, il faut passer par moi. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. En réalité, si en façade tout semble aller pour le mieux pour le régime de Carthage, Ben Ali, lui, manifeste un peu moins d'intérêt à la gestion au quotidien des affaires. Aucune réaction aux accusations et plaintes sur les agissements du clan Trabelsi qui s'approprie l'essentiel de l'économie du pays. Ben Ali يعيش في عالم ضيق جدا وكان محوره الأساسي. Ben Ali vivait dans un monde fermé. Sa principale préoccupation était son fils. Il avait tellement attendu avant qu'il arrive. Il consacrait l'essentiel de son temps à jouer avec lui. Et pendant ce temps, les dossiers importants étaient traités par le Premier ministre et les différents ministres. On a commencé à ressentir que le bateau n'avait plus de commandant. En même temps, on réalisait que le président Ben Ali était proche de la fin. En cette fin d'année 2010, le temps se couvre en Tunisie. Il règne une ambiance qui annonce la tempête. Mais des tempêtes, Ben Ali en a connu. Et celui qui se sait soutenu par les grandes puissances, c'est qu'il n'a rien à craindre. Il est l'un des remparts contre le radicalisme religieux qui menace la sécurité dans le monde. « 17 décembre 2010. Tizi Bouzid, petit village du centre de la Tunisie. Mohamed Bouazizi, un jeune homme de 28 ans, s'immole par le feu devant la préfecture. La cause, les autorités lui ont confisqué sa charrette, parce qu'il n'avait pas d'autorisation pour la faire circuler. Devant le refus de la préfecture de lui remettre son outil de travail, il s'asperge de carburant et y met le feu. Cet événement va aussitôt déclencher la colère des populations dans les rues de Sidi Bouzid. Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans le geste de Bouazizi, qui n'était pas un fondamentaliste religieux, qui n'avait aucune affiliation à un mouvement quelconque, mais qui était désespéré comme eux, confronté au chômage et sans perspective. La parole se libère. Témoignage d'une population qui se sent abandonnée. Dans la semaine qui suit l'immolation de Mohamed Bouazizi, les manifestations se multiplient dans les villes de la région. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et touche désormais une bonne partie du pays. Mais la police intervient partout avec force. Malgré les morts, malgré les blessés, les manifestations ne faiblissent pas. Au contraire. La tension n'en finit pas de monter en Tunisie, où le jeune marchand ambulant qui s'était immolé par le feu pour protester contre la saisie par la police de son étal de fruits et légumes a succombé à ses blessures hier. Les funérailles de ce jeune homme ont donné lieu à un nouvel accès de colère dans les rues de Sidi Bouzid, où les habitants dénoncent depuis 3 semaines le chômage. Adieu Mohamed, nous te vengerons, a crié la foule en conspuant les autorités tunisiennes. Aujourd'hui, ce sont les avocats du pays qui ont décidé d'appeler à la grève pour protester contre le pouvoir en place. Nasser Madji, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Tunis. Peut-on dire, Nasser, que le malaise est général ? Écoutez, à Tunis, la situation est normale, même si
la présence policière est très visible, mais c'est un peu une habitude dans la capitale tunisienne. Ce qui est sûr, c'est que la situation est tendue dans de nombreuses villes du pays, à Sidi Bouzid bien évidemment, de là où est parti ce mouvement populaire, mais aussi par exemple à Tala, c'est dans le centre-ouest de la Tunisie, où plusieurs contacts sur place font état d'une sévère répression. Des policiers auraient par exemple investi ce matin plusieurs établissements scolaires, des lycées, avant de molester, menacer ou interpeller des élèves. Hier, dans la banlieue de Tunis, un autre lycéen âgé de 19 ans a tenté, lui, de se suicider en s'immolant par le feu. Ce matin, donc, les avocats ont voulu marquer leur soutien, leur solidarité, ruban rouge agrafé à leur robe. Ils ont donc cessé le travail. Il y a beaucoup d'acteurs du monde politique ou universitaire qui pensent que la Tunisie est vraiment un tournant. En fait, la mort de ce jeune vendeur de légumes a provoqué comme un électrochoc. Mohamed Bouzizi, c'est son nom, est devenu en quelque sorte un symbole, me disait ce matin un militant des droits de l'homme, celui d'une jeunesse instruite. Il y a des centaines de milliers de Tunisiens qui sont diplômés mais chômeurs, une jeunesse instruite mais étouffée par l'injustice sociale et la corruption. À la fin décembre, tout se passe un peu comme si les jeunes qui s'identifient aux victimes qui tombent ont choisi de se sacrifier pour faire plier le régime. Plus on tue, plus les gens sont dans la rue. Sur le trottoir devant leur lycée, ils sont une centaine postés là. Depuis 10 heures, ils ont décidé de faire grève. L'un d'entre eux, 16 ans, préfère taire son nom pour éviter les problèmes avec la police. Il y a des jeunes dans les autres villes de Tunis qui sont tués par la police. Moi, j'accepte pas cette situation. On est pour la paix. On veut pas voir des gens mourir comme ça parce qu'ils ont manifesté contre le chômage et tout. Tous se disent choqués par ce bilan officiel de 14 morts par balle. Mais il y a cette colère aussi par rapport au chômage dont chacun craint la fatalité. Le président Ben Ali a promis de créer 300 000 emplois d'ici 2012, mais pour certains, ces annonces arrivent trop tard pour y croire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Seulement quand on a brûlé plusieurs choses, les gens ils sont déjà morts. Maintenant, ça sert à rien. Ça sert à rien maintenant. La plupart n'étaient jamais descendus dans la rue il y a encore une semaine. Mais ils ne sont pas les seuls. Un peu plus loin dans le quartier, l'assistant d'un photographe étale lui aussi sa frustration. On n'a rien, on a le droit à rien. Les salaires sont très faibles et on trime toute la journée. Regardez, même ma sœur qui a une licence à l'université, elle n'arrive pas à avoir de travail. Et cette situation, on la doit à ce président. C'est un loup, c'est un chien. Ce type n'est pas respectable. Le ton monte, mais tout de suite le propriétaire de la boutique intervient. Ne l'écoutez pas, dit-il. Toute cette crise, ce n'est pas la faute de notre président. Léa Elisabeth Sterhoff, Tunis, RFI. Désormais, les manifestations rassemblent toutes les composantes de la société. Les jeunes s'attaquent aux symboles de l'État, notamment les postes de police qui ripostent en tirant à balles réelles. Il y a de plus en plus de morts. Belgassem Ayari, le secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Tunisie, qui est très actif dans la contestation. La vague de contestation passait de préfecture en préfecture à une très grande vitesse. La révolte prend de l'ampleur. Les jeunes semblent totalement intenables. Lina Benmeni, une étudiante très active avec son blog. Et les gens nous regardaient, ne comprenaient rien. Pour eux, c'était comme si nous étions des extraterrestres parce que personne n'ose scander de slogans contre Ben Ali dans la rue. Donc les gens étaient quelque part effrayés, étonnés. En réalité, c'est la jeunesse qui se mobilise. Et les blogueurs sont les cibles. Pour l'instant, on a répertorié 5 cas d'arrestation, mais on pense que la liste va s'allonger au fur et à mesure. Ces blogueurs et militants de la liberté d'expression en ligne ont été arrêtés le jeudi 6 janvier 2011. Généralement, ils ont été arrêtés très tôt le matin au saut du lit par des policiers en civil qui sont venus les cueillir chez eux, à leur domicile, sans mandat d'arrêt particulier, sans raison légale, et qui les ont emmenés vers des destinations souvent inconnues. Nous, on pense que certains d'entre eux sont actuellement retenus directement au ministère de l'Intérieur tunisien pour y être interrogés, mais sinon on n'a pas confirmation officielle. Là, on s'attend à une période, on va dire, de 2 ou 3 jours où effectivement il n'y aura pas forcément de justification de la part des autorités, sauf si la communauté internationale continue de parler de ces arrestations et demande des comptes aux autorités. Si ces blogueurs et militants ont été arrêtés, c'est à la fois pour les
empêcher de continuer à couvrir les événements en Tunisie, mais aussi pour essayer de collecter des informations sur les gens qui participent aux manifestations, qui font circuler des infos. Il y a aussi une volonté visiblement d'enquêter sur les cyberattaques dont les sites gouvernementaux ont été victimes ces derniers jours. La plupart des cadres, même s'ils regardent avec admiration et encouragement ces étudiants se lancer dans la rue, restent tout de même prudents. Adel Feki était chef d'entreprise à cette époque de 2010. La première période était pas évidente à vivre parce qu'il y avait encore beaucoup la peur. Beaucoup. C'est-à-dire on avait même peur d'aller sur Facebook parce que on savait pas trop comment on était surveillé. Je me rappelle la première période, donc du 17-18 jusqu'à fin décembre, 25-26, on était beaucoup plus à regarder les vidéos. Je ne partageais pas. 28 décembre 2010, alors que les manifestations se poursuivent en province, Zine El Abidine Ben Ali décide de se rendre au chevet de Mohamed Bouazizi qui s'est immolé 2 semaines plus tôt, le déclencheur de cette révolte. Il reçoit ensuite la mère et la sœur de Bouazizi. Et comme à son habitude, il propose de l'argent en dédommagement. Nous acceptons de relever le défi du nombre élevé de chômeurs et de tous les jeunes qui détiennent des diplômes à travers les différents programmes pour l'emploi. Malgré les difficultés posées par ce nouveau genre de chômage, il faut rester optimiste quant au futur. Nous devons partager l'enthousiasme d'un peuple instruit qui s'élève et qui se développe. Il croit ainsi pouvoir calmer la colère et la révolte qui gagnent le pays. Mais le malaise est tellement grand que même les forces de sécurité commencent à perdre leur sang-froid. On essaie d'improviser dans ce grand désordre. Yosra El Abed. Mon père occupait le poste de chef de la garde nationale, commandant de la garde nationale sous le régime de Ben Ali. En Tunisie, ce sont à la fois la police et la garde nationale qui sont chargés du maintien de l'ordre. Tous ceux qui étaient concernés par ça se réunissaient pour trouver donc des solutions et pour gérer cette situation de crise. Et on propose justement d'échanger les uniformes de la garde nationale, donc de donner des uniformes de la garde nationale aux policiers. Pourquoi ? Parce que la garde nationale, jusque-là, était bien vue. En gros, la panique gagne les forces de sécurité. On essaie de maquiller la police en garde nationale. Le 31 décembre 2010, son commandant prend sur lui d'interdire l'utilisation des gaz et des armes, quel que soit le degré de l'affrontement. Le patron de la garde nationale se désolidarise en somme du pouvoir. Rien ne semble arrêter cette vague puisque le 3 janvier 2011, dans la ville de Talla, une horde attaque le siège du parti au pouvoir. C'est une première. Ben Ali comprend qu'il perd peu à peu le contrôle et décide de sortir à nouveau de son silence. Il faut que ces événements s'arrêtent. Il faut que ce courant s'arrête avec les efforts de tous, les partis politiques, les organisations nationales, la société civile, les intellectuels, les citoyens, main dans la main pour notre pays, main dans la main pour la sécurité de tous nos enfants. Grâce à cela, s'effectuera le changement que j'annonce aujourd'hui, en satisfaisant vos revendications. Nous avons ressorti une grande douleur pour les victimes et je refuse que d'autres victimes soient enregistrées à cause de la violence. Ma tristesse est grande et très profonde. Assez de violence, assez de violence. J'ai également donné des instructions au ministère de l'Intérieur. Et je réitère, il faut arrêter de tirer. On ne peut pas accepter les balles. Il n'y a pas de justification pour les armes à feu. Cette sortie suffira-t-elle à calmer la rue où fleurissent de plus en plus des pancartes demandant clairement son départ? Sur quelle force ou quel mouvement peut-il encore compter en ce mois de janvier 2011 pour sauver son pouvoir? Surtout que désormais, ses soutiens internationaux, devant les sorties des blogueurs et les images venant de Tunisie, gardent désormais un silence assourdissant. Comment va-t-il se sortir de cette impasse dans laquelle il semble désormais enfermé? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Zine El Abidine Ben Ali. Restez à l'écoute, mais on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le 7 novembre, je me suis engagé à ne pas décréter une présidence à vie. Et c'est pourquoi je voudrais remercier tous ceux qui ont soutenu ma candidature jusqu'en 2014. Après 24 années de pouvoir sans partage, Zine El Abidine Ben Ali, 75 ans, est confronté depuis ce mois de décembre 2010 à la crise la plus aiguë que son règne ait connue. Jusque-là, le régime policier qu'il a mis sur pied au fil des années, qui embastille, torture et réduit au silence, était parvenu à étouffer la grogne islamiste qui montait. Il était parvenu à mater sans faiblesse les velléités politiques de ses principaux opposants, en se passant sur le plan international pour l'un des remparts sous-régionaux contre la menace extrémiste qui montait. Opération de séduction facilitée par les indices et les chiffres de développement remarquables qu'affichait son pays par rapport à ses principaux voisins. Situation qui faisait passer plus facilement les scores soviétiques qu'il faisait déclarer à chaque scrutin présidentiel. Mais cette fois-ci, depuis le geste de désespoir de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé par le feu devant la préfecture de sa petite ville de Sidi Bouzid, tout se passe comme si le geste du jeune homme, qui n'avait a priori aucun caractère politique, a mis le feu aux poudres. Puisque la colère manifestée par les jeunes de la petite bourgade a progressivement et rapidement contaminé l'ensemble du pays. Malgré la répression policière qui a fait de nombreux morts, la contestation s'amplifie, grandit chaque jour. Et les jeunes sont dans la rue et n'hésitent plus à braver directement les forces de sécurité. Même le discours à la télévision de Zine El Abidine Ben Ali, qui s'est d'ailleurs rendu au chevet de Mohamed Bouazizi, n'est pas parvenu à calmer les ardeurs des manifestants auxquels les avocats ont apporté leur soutien officiel. Il ne peut plus parler d'opération terroriste comme il l'a fait le 10 janvier 2011, tout en promettant la création de 300 000 emplois supplémentaires dans l'année. Ayari Belgassem, le secrétaire adjoint de l'Union générale des travailleurs de Tunisie, l'UGTT, l'unique centrale syndicale du pays. La vague de contestation passait de préfecture en préfecture à une très grande vitesse. Changement de ton en Tunisie, le régime de Ben Ali, qui avait entrouvert la porte à plus de démocratie, a opté ce soir pour la répression. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et un couvre-feu est en vigueur depuis 17h et jusqu'à 7h demain matin. La révolte connaît un nouveau tournant depuis quelques heures. La manifestation qui se déroulait devant le ministère de l'Intérieur a dégénéré. La police est intervenue brutalement. On attend maintenant d'une minute à l'autre une annonce importante faite à la télévision tunisienne, peut-être une allocution du président Ben Ali. Les jeunes semblent avoir saisi cette occasion pour crier leur ras-le-bol. C'est par milliers qu'ils sont dans les rues. Tunis, 13 janvier 2011. Vous avez tué le peuple. Dégage-toi. On a marre des promesses, des mensonges. Même si Ben Ali sent monter de plus en plus la révolte, même s'il est surpris par la mobilisation de ces jeunes, il ne semble pas s'en inquiéter tant que cela. Il pense qu'elle va s'essouffler assez rapidement, puisque pour lui, il est aimé par son peuple. Safi Chahed, ancien ministre et biographe de Bourguiba. Il était tellement sûr de lui qu'il ne voyait rien venir, à cause de l'hypocrisie, de la flatterie et de tous les béni-oui-oui qui tournaient autour de lui. Et il y avait ses agents, ses espions. Donc, il ne ressentait aucune crainte, que ce soit à gauche ou à droite. Il avait le pouvoir. Mais la trahison est, elle aussi, universelle. Elle tourne autour de vous et dort sous votre oreiller. Et si vous n'êtes pas vigilant, il ne faut qu'un instant pour que cela se retourne contre vous. 6 janvier 2011. Tous les avocats du pays se mettent en grève. Les gens se sont révoltés à Sidi Bouzid contre la pauvreté, contre la misère, contre le chômage, plus particulièrement les jeunes, pour dire que leur vie est vraiment insupportable. Et c'est ce qui a fait que des milliers de gens sont sortis dans les rues pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la politique du pouvoir. Mais cette révolte populaire, là, elle est assez nouvelle en Tunisie.
elle est nouvelle parce que pendant des années, le régime a semé la terreur. Maintenant, c'est le ras-le-bol. Les gens dénoncent la corruption d'une manière claire. Il y a des slogans qui sont quand même très significatifs. Au départ, c'était le droit au travail, mais petit à petit, c'était des slogans plutôt politiques. Les gens demandent à Ben Ali de quitter, demandent à la famille régnante de partir. Et à mon avis, ça va continuer. Et j'ai l'impression que c'est une étape nouvelle. La répression semble ne plus faire peur. Le 8 janvier, c'est un second jeune qui s'immole par le feu à Sidi Bouzid. Le cycle de violence et de contestation s'amplifie. Le 8 et 9 janvier, au moins 23 personnes sont tuées par balle dans le pays. La révolte franchit un nouveau seuil le 12 janvier, lorsque l'UGTT, l'unique syndicat qui compte plus de 500 000 adhérents, organise une grève massive à Sfax, la capitale économique de la Tunisie. Mokhtar Trifi, le président de la Ligue des droits de l'homme, en 2010. Et la manifestation qui s'est tenue le 12 à Sfax était sans précédent dans l'histoire de la Tunisie. Le nombre des manifestants variait selon, comme vous savez, entre 60 000 et 100 000 personnes. Cette grève de Sfax va marquer un tournant décisif dans cette révolte. Une manifestation au cours de laquelle le secrétaire régional de l'UGTT va marquer les esprits en demandant simplement et purement le changement de régime. Il ne s'agit plus d'une simple révolte contre le chômage, mais un combat pour la dignité. Si les tirs à balles réelles ne cessent pas, nous allons prendre d'autres mesures. Fin de citation. Cette sortie marque la fin claire de la collusion entre le syndicat et le régime en place. Nous sommes à quelques centaines de mètres seulement du cœur de Tunis, sur l'avenue de la Liberté. Au fond de l'avenue, des fourgonnettes remplies de policiers, ils portent des casques et des boucliers. Et face à eux, des centaines de jeunes, des femmes, des hommes plus âgés aussi, un foulard sur le visage pour se protéger des tirs de gaz lacrymogène. Ils cassent des morceaux de trottoir, jettent les pavés sur les forces de l'ordre qui répliquent avec des tirs de sommation en l'air. Parfois, des policiers en moto chargent la foule qui se réfugie aussitôt dans les halls d'immeubles. Au milieu de l'avenue, des manifestants agitent des drapeaux tunisiens pour libérer leur pays, disent-ils. Une seule revendication, qu'ils partent, lui et sa bande de voleurs, qu'ils partent tous. Les manifestants s'enhardissent et mettent le feu à une voiture, à tout ce qu'ils trouvent, matelas, fauteuils, bidons, morceaux de bois. La police se met alors à tirer à balles réelles, faisant un mort, comme le confirme ce témoin. J'étais avec lui, on était debout, on crie, et là, il y a des snipers, regarde les snipers, ils sont là-bas. Juste en face, tu les vois. Normalement, c'était moi que je vais mourir, mais devant moi, c'était la balle, elle était dans son cœur, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre, elle est morte. Les émeutes auront duré près de 3 heures. Tunis a maintenant retrouvé son calme et s'apprête à passer une nouvelle nuit sous couvre-feu. Encore une fois, la Tunisie compte ses morts après une journée de grève. Le mouvement ne s'essouffle pourtant pas, au contraire. Pour la première fois depuis le début du mouvement, une grève générale est programmée pour le 14 janvier à Tunis. La veille de la grève, Ben Ali fait un discours à la télévision dont le contenu et la forme vont déconcerter tous les Tunisiens. Il ne parle pas en arabe littéraire, mais en dialecte tunisien. Il est 20h hier soir quand le journal de la télé nationale ouvre ses ondes pour la 3e fois en 10 jours au président Ben Ali. 1 heure auparavant, les rues de Tunis étaient encore le théâtre de violents affrontements entre manifestants et policiers. Le discours est plein de promesses. Je vous ai compris, lance à plusieurs reprises Ben Ali. Il ne se représentera plus aux élections présidentielles. Les sites internet jusqu'ici inaccessibles comme Dailymotion ou YouTube sont à nouveau autorisés. Le président promet aussi la fin des tirs sur les manifestants. Son discours est à peine terminé que déjà les klaxons résonnent dans Tunis. Des centaines de personnes pro-Ben Ali descendent l'avenue Bourguiba en plein couvre-feu, une manifestation organisée par le parti au pouvoir. Nous sommes fiers et nous sommes contents des paroles que Monsieur le Président qui a dit, parce qu'on a vu 2 jours vraiment infernales. Le peuple tunisien en aime notre président, Yahya Ben Ali. Du côté des opposants politiques, on n'est pas dupe. Nejib Chebi, l'un des membres du PDP, se félicite certes des promesses de Ben Ali, mais il doute de leur application. Le peuple tunisien ne lui fait pas confiance pour mettre en œuvre ces réformes. Ce que je demande, c'est la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour mettre en œuvre ce programme de réforme. Malgré les promesses, malgré l'intervention à la télévision, le calme n'est pas revenu. Les promesses de Ben Ali ne sont pas parvenues à enrayer la mobilisation.
Alors que la police disperse violemment les manifestants à coups de gaz lacrymogène avenue Habib Bourguiba, la télévision tunisienne annonce que le président Ben Ali limoge le gouvernement et que des élections législatives anticipées auront lieu dans les 6 mois. L'état d'urgence est décrété dans tout le pays. Le chef de l'État abat une nouvelle carte pour tenter d'apaiser l'opinion. Car le « je vous ai compris » du président Ben Ali n'a pas suffi à convaincre des milliers de Tunisiens qui se sont rassemblés pour manifester ce vendredi. Ben Ali doit partir, le pouvoir au peuple, clame la foule en colère. Pour passer d'une dictature à une démocratie, il faut une période difficile. Il faut du sang. Au moins qu'il ne soit pas mort et blessé pour rien. Dans un discours télévisé, le président tunisien au pouvoir depuis 1987 a annoncé une série de mesures pour désamorcer la crise. Il a promis de ne pas briguer un nouveau mandat en 2014. Mais quelque chose semble s'être brisé entre le pouvoir tunisien et une partie de la population. C'est sous la pression du peuple qu'elle a fait ça. C'est trop tard. Et on n'a plus confiance. Dis-moi, s'il te plaît, monsieur le président, qui a tué les Tunisiens? Qui a tué les Tunisiens dans leur pays? Le mouvement de contestation ne semble pas faiblir et l'armée est toujours présente dans la capitale tunisienne. L'armée que certains manifestants invitent à rejoindre le peuple. Tu es avec nous, lance cet homme à ce soldat. Des soldats un peu désarçonnés par une population qui leur serre la main et qui les embrasse. 14 janvier 2011, avenue Bourguiba, Tunis. C'est le raz-de-marée. La foule rassemblée est impressionnante. Aujourd'hui, même ceux qui jusque-là n'avaient pas osé sortir dans la rue sont là. Avec des pancartes. Désormais, ils demandent tous le départ de Ben Ali. Ben Ali dégage. C'est la toute première manifestation dans Tunis depuis le début des événements. Devant le ministère de l'Intérieur, des dizaines de milliers de Tunisiens exigent le départ du président Ben Ali. Cette fois-ci, la colère a atteint son paroxysme contre ce régime qui ne tolère plus aucune forme d'opposition. Les milliers de manifestants pénètrent à l'intérieur de ce bâtiment symbolisant la violence contre le peuple et scandent leur slogan. Ben Ali dégage. Ben Ali dégage. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont du mal à contenir cette foule décidée. On a été frappé par la police. Vous étiez où? On s'est réfugiés dans un immeuble. Ils ont attaqué l'immeuble. Et en bas, ils étaient beaucoup. On s'est enfui, ils nous ont frappés. Ils vous ont coincés dans l'immeuble? Oui, ils nous ont coincés. Des parties en haut et des parties en bas. Et ils nous ont demandé de sortir. Mais lorsqu'on est sortis, ils nous ont frappés. Et même dans les rues. Malgré la répression, les manifestations se poursuivent. En fin d'après-midi, une rumeur de plus en plus persistante circule en Tunisie et dans la presse internationale. Info ou intox. Tous les regards sont tournés vers le palais de Carthage. Le président Ben Ali a effectivement quitté le pays. Ce serait une information incroyable ce soir et qui va clairement changer l'avenir du pays. Nous sommes probablement en train de vivre l'histoire en direct, puisque effectivement on nous annonçait il y a quelques minutes une décision capitale de la part de la télévision publique tunisienne, et maintenant cela est confirmé par les sources proches du gouvernement, confirmé aussi par les propres sources de la chaîne arabe de France 24, qui est très bien informée, qui nous confirme effectivement que le président Ben Ali a quitté le pays. Selon d'autres informations, la famille de l'épouse du président Ben Ali aurait été arrêtée à l'aéroport de Tunis. Donc on assiste très probablement à la fin du pouvoir de Ben Ali. Événement considérable pour la Tunisie, effectivement, puisqu'en effet, le président Zine El Abidine Ben Ali, après avoir reçu le directeur général en charge de la sécurité présidentielle, qui l'a informé qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité, a discrètement quitté le pays avec sa famille. Mohamed Ghanouchi prend ses responsabilités à la télévision. Considérant le fait que le président de la République ne pourra pas momentanément exercer ses fonctions, j'exerce à partir du moment l'exercice de fonction du président de la République, et j'appelle tout le fils de la Tunisie et ses filles de toutes les tendances politiques, intellectuelles, de toutes les couches et de toutes les régions, de faire preuve de civisme
et d'unité. Ben Ali, lui, a finalement trouvé refuge en Arabie Saoudite. Et quelques jours seulement après cette révolution, le 26 janvier 2011, la justice tunisienne émet un mandat d'arrêt international contre lui et son épouse. Ils sont poursuivis pour 180 affaires. Il doit répondre à 93 chefs d'accusation. Le premier procès se tient par contumace dès le 20 juin 2011. Du juge Ben Ali, bien sûr, c'est très intéressant. Et il mérite d'être en prison. On espère qu'ils vont l'emporter à Tunis pour que l'on le juge. Oui, c'est un grand problème ça. On va le juger et lui, à l'Arabie Saoudite, on n'a rien fait. Oui, on n'a rien fait. Il faut l'importer ici. Oui, c'est trop dommage. Car la révolution en Égypte, le président il est en Égypte. Ils ont fait tout, car il est sur place. Mais nous ici, c'est pas bon ça. Penser à fixer un délai au procès est bon. Ça va certainement apaiser les esprits, mais on voudrait bien le voir dans la cage, lui. Effectivement, Ben Ali ne sera pas dans le box des accusés. Et ce sont ses avocats qui vont dénoncer ce procès politique. Dans une ambiance électrique dès l'ouverture de l'audience, les deux avocats de Ben Ali, commis d'office 2 semaines avant ce deuxième procès, ont demandé plus de temps au tribunal. Un report pour examiner le dossier et pour contacter leurs clients toujours en fuite en Arabie Saoudite. Mais la réponse du tribunal n'a pas tardé, cette fois pas question de reporter. Excédé par ce refus, la défense a immédiatement quitté la salle sous les insultes d'une partie du public. Mais pour Maître Hosni Beji, l'un des avocats tunisiens de Ben Ali, ce boycott était la seule solution. On ne peut pas faire partie d'une parole de justice, d'une mascarade et du décor. On fait notre travail convenablement, en bonne et due forme. Si le tribunal a jugé autrement, la défense ne peut pas participer à ce genre de mascarade. Une mascarade judiciaire, beaucoup parmi le public partagent ce point de vue. Après ce premier procès où il est condamné à 35 ans de prison et 91 millions de dinars, soit environ 45 millions d'euros, un autre procès est aussitôt ouvert le 4 juillet 2011. Cette fois-ci, l'ancien président est condamné à 15 ans et 6 mois de prison et une amende de 108 000 dinars. Ses avocats dénoncent une liquidation politique. Maître Jean-Yves Le Borgne. Cette condamnation expédiée qui aboutit à une peine démesurée et inexplicable confirme ce que j'avais supposé, soupçonné et craint, à savoir que nous sommes dans une opération judiciaire qui n'en mérite pas le nom, qui n'est pas autre chose qu'une liquidation politique. Le président Ben Ali ne peut que hausser les épaules, indépendamment du fait qu'il y a de la souffrance à voir que son pays agit de la sorte. C'est au fond l'expression de la justice des vainqueurs. C'est une manière de condamner le passé sans même donner l'apparence d'une analyse un peu sérieuse. Ce procès, je le disais avant qu'il se tienne, devait être une mascarade. La manière dont il se déroulait confirme le pronostic qui a été le mien. Plusieurs années et bien d'autres condamnations beaucoup plus lourdes après ce procès, Zine El Abidine Ben Ali vit toujours en exil à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et bien que la fougue et l'espoir suscités par ce mouvement populaire se soient un peu émoussés au fil des ans, avec une jeunesse qui dénonce de plus en plus la confiscation de sa révolution, l'histoire ne semble pas encore avoir rendu justice à Ben Ali comme il le croyait. Les Tunisiens semblent désormais avoir tourné la page de cette période longue de 34 ans. Ainsi se termine l'histoire de ce personnage dont les images qui se dressaient dans les grandes artères de Tunisie ne trouvent plus d'espace que dans les réseaux sociaux avec les quelques publications de son fils. Mais ceci est une autre affaire. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique Les émissions ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook qui compte plus de 586 000 amis. La première sur notre antenne. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Baba Baidio, Baidi Baba ye, Baidi Baba ye, Baba Deboyo, Baba Deboyo, Debo Kube, Baba Aisata yo alarene.